Bonjour à tous et bienvenue dans CTX Café. Cette semaine, nous accueillons Jean-Claude Jouret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de publicité à l'IEX et de marketing à l'ICHEC. Vous connaissez donc bien le domaine de la pub. Le 5 février dernier est sorti votre livre Hergé et la publicité. D'où vous est venue cette idée pour écrire cet ouvrage? C'était tout d'abord la réunion de passion, la publicité. J'aime beaucoup Tintin depuis que je suis tout petit, puisque j'ai travaillé dans les entités Tintin à un certain moment. Et d'autre part, c'était aussi un sujet qui avait été très peu abordé dans les ouvrages qui avaient été rédigés et qui traitaient de l'œuvre d'Hergé ou bien d'Hergé lui-même. Et je trouvais que c'était un angle d'étude qui était assez intéressant parce qu'il était relativement inédit. Et donc c'est ce qui m'a donné l'idée de poursuivre dans cette voie d'analyser les liens qui existaient entre l'œuvre d'Hergé et la publicité. D'accord. Hergé, à la lecture, on peut se rendre compte qu'il était presque à la limite un publicitaire. Est-ce que c'était une découverte pour vous? Non, pas vraiment. Il a d'abord été publicitaire, tout simplement parce que dans le temps, la bande dessinée ne rencontrait pas le succès qu'elle connaît maintenant. Et d'une certaine manière, la bande dessinée, les auteurs ne pouvaient pas en vivre, donc ce n'était pas suffisamment générateur de revenus. Et donc je savais qu'à l'époque, Hergé avait commencé par de l'illustration publicitaire, avait évolué vers les dessins pour enfants, donc la bande dessinée, et avait pendant un temps poursuivi les deux, jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il pouvait, en tout cas, suffisamment se reposer sur son activité de bande dessinée pour en faire une activité professionnelle essentielle. D'accord. Hergé utilise de temps en temps des marques fictives pour remplacer des marques réelles. Comment expliquez-vous ce phénomène? Alors, Hergé a eu à un certain moment l'obligation morale, je pense, de faire disparaître certaines marques réelles, tout simplement parce que des marques pouvaient avoir une licence et payer des droits d'utilisation, alors que d'autres marques qu'Hergé aurait mis réelles elles-mêmes dans ses albums, auraient été dans les albums jusqu'à la fin de la vie de l'album et sans rien payer du tout. Et donc Hergé a fait attention, surtout dans le courant des années 60 où les utilisations publicitaires de ces personnages étaient grandes, à éviter d'avoir des présences publicitaires de marques connues et réelles dans les aventures de Tintin pour éviter qu'il y ait un conflit entre les deux. Hergé était donc indépendant vis-à-vis de la publicité. Pourtant, on voit quand même des marques assez grandes de compagnies pétrolières, Shell notamment, BP, ou d'autres marques de whisky. D'après votre analyse publicitaire, qu'est-ce qu'il pouvait retirer lui comme avantage à mettre ces marques dedans? Alors, je pense que c'est d'ailleurs un des phénomènes explicatifs du sujet, enfin du succès d'Hergé, c'est d'avoir essayé de placer son univers dans un univers de réalisme, pour faire croire à cet univers. Et on se rend compte qu'auprès des enfants, ça fonctionnait très très bien, puisque c'est un petit peu l'équivalent du product placement actuellement dans les films, c'est essayer de donner un univers le plus réel possible pour rendre l'action la plus plausible possible, pour faire en sorte que les gens s'y sentent plus facilement transportés. Je crois que c'était un des éléments qu'Hergé avait en tête, c'est-à-dire de recréer un environnement qui existait et vis-à-vis duquel le lecteur pouvait facilement s'identifier, voire s'intégrer. Mais à la première lecture d'une bande dessinée comme Tintin, on est plutôt innocent, on ne se rend pas compte de tout ça. Quelle était la méthodologie que vous avez utilisée pour retrouver toutes ces marques? Alors, c'est une méthodologie de bénédictin, puisque j'ai passé l'intégralité des albums à la loupe. Donc il y avait déjà des choses que je connaissais, parce que certains éléments avaient déjà été traités par ailleurs, mais de façon assez disparate. Et donc j'ai voulu vraiment réunir et développer encore, et donc faire une analyse complète sur la présence des marques réelles ou fictives dans l'œuvre d'Hergé, depuis le premier album Tintin au pays des Soviets jusqu'au dernier, qui est Tintin l'Épicurus. Pour en revenir avec Moulinsart, on sait qu'ils n'aiment pas trop que leur image soit égratignée. C'est pas... Encore la semaine dernière, ils ont fait interdire les publications de planches dérivées d'un artiste sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire. À la lecture de votre livre, on voit de nombreuses illustrations. Vous êtes prémuni de toute attaque, je présume? Alors, je n'ai pas demandé. J'ai essayé d'associer la Fondation Hergé et Moulinsart il y a 4 ans, en leur disant, voilà, j'ai ce projet-là, si vous voulez, on peut le mener ensemble. Apparemment, bon, voilà, ils avaient trop de travail, ils m'ont répondu que je n'avais pas le temps, je pouvais les recontacter plus tard. J'ai essayé de les recontacter 3-4 fois. Apparemment, ils étaient tout autant occupés. Donc, j'ai poursuivi mon travail et c'est avéré, apparemment, beaucoup de gens trouvaient que la publication de ce travail pouvait être intéressante, mais je reste dans le cadre d'une analyse qui reste scientifique. Et donc, d'une certaine manière, cette analyse ou cette citation fait partie des exceptions au droit d'auteur, en tout cas selon les considérations d'un avocat que j'ai consulté au préalable. Et donc effectivement, je n'ai pas demandé d'autorisation et je considère qu'il s'agit d'un travail scientifique
Et les illustrations ne sont pas là pour faire joli, elles sont là pour soutenir le texte. Donc globalement, il y a un lien immédiat entre les deux. Maintenant, peut-être qu'il y aura des interprétations du côté de Moulinsart qui sont peut-être un peu différentes, mais on verra à ce moment-là comment les tribunaux jugeront et trancheront. Vous n'avez pas peur de représailles? Je n'ai pas peur de représailles parce que de toute manière, je pense que tout d'abord cet ouvrage ne fait pas de tort à l'univers de Tintin, ne fait pas de tort à Moulinsart. Qui plus est, je reverse l'intégralité de mes droits à une fondation contre l'autisme, donc il n'y a vraiment aucun but de lucre, c'est simplement l'idée de partager une analyse qui a été faite et qui semble intéresser beaucoup de monde. Donc je dirais que voilà, c'est à eux de voir. Je crois que dans cet ouvrage, on en a beaucoup parlé, les ayants droit peuvent peut-être aussi s'inspirer de choses à faire et à ne pas faire. Et donc, quelque part, c'est peut-être un ouvrage qui va les aider. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure ils vont réagir pour ou contre. Je sais que les ayants droit ont pris connaissance de cet ouvrage vendredi dernier, par l'intermédiaire d'un journaliste qui l'a interviewé sur cet ouvrage. Et de toute évidence, il tombait des nues, parce qu'apparemment, il a dit que je ne sais pas du tout que cet ouvrage est sorti. Et avant de le prononcer, je voudrais l'avoir entre les mains. Et je sais qu'effectivement, il y a des exceptions pour les citations dans le cadre d'une analyse scientifique. Donc c'est la seule déclaration dans laquelle les ayants droit se sont bornés. D'accord. Claude Jouret, merci pour votre présence dans cet IX Café. C'est moi qui vous remercie.